voudrais d'abord te remercier d'avoir offert à la collection Micrologus Library ce très beau volume sur astrologie et politique entre Moyen Âge et Renaissance. C'est le volume 102 de la collection, à laquelle d'ailleurs tu as largement contribué pendant toutes ces années. Et je tiens à le dire à haute voix. Alors, ma première question, c'est pourquoi les princes avaient-ils autant besoin d'horoscopes? Alors, d'horoscopes, peut-être pas, parce que je ne suis pas sûr qu'ils devaient forcément les comprendre. Par contre, dans leur entourage, d'une façon d'abord officieuse, puis ensuite officielle, à partir du XVe siècle, au moins, ils ont eu besoin de gens qui pouvaient lire des horoscopes et interpréter des horoscopes pour eux, pour prévoir l'avenir, pour aussi, dans une certaine mesure, peut-être communiquer avec leurs adversaires en leur disant attention, il pourrait vous arriver ceci, il pourrait vous arriver cela. L'astrologie est non seulement un moyen d'information pour le prince, mais aussi un moyen de désinformation pour ses adversaires. Voilà. Ce qui ressort de ton livre, l'élément commun qui traverse l'ensemble des chapitres, c'est cette énorme importance de l'astrologie en relation avec la politique. C'est un phénomène plutôt du bois Moyen Âge, mais quelle est la différence avec ce qui se passe à la Renaissance, puisque dans ton livre, dans le titre de ton livre, il y a aussi le mot Renaissance. Alors, ce qui se passe à la Renaissance, c'est qu'il y a une communication politique centrée sur l'astrologie qui est encore plus grande du fait de l'imprimerie et qu'il y a une ambition de l'astrologie dans l'espace public qui vise à vraiment maîtriser l'ensemble des éléments de l'échiquier politique, y compris et surtout, et c'est ça qui est quand même un petit peu nouveau par rapport à la fin du Moyen-Âge, le champ politique relatif à la papauté, à l'Église conçue en tant qu'institution politique, etc. Il y avait bien des horoscopes relatifs au pape, certainement dès le XIIIe siècle, peut-être d'ailleurs, entre autres, effectués par Companus de Novare. On a quelques traces à ce sujet, quelques témoignages indirects à ce sujet, mais on n'a pas de témoignages directs. Non. Alors qu'à la Renaissance, on a des horoscopes de pape. Voilà. Alors que auparavant, si tu veux, tu as un horoscope du grand schisme, voilà, en 1378, de l'élection du pape au moment de l'un des papes au moment du grand schisme, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Tandis qu'à la Renaissance, avec en particulier Luca Gorico, on est en 1550, 1552, là vraiment il y a une officialisation des réflexions des astrologues sur l'Église en tant qu'institution, ce qui d'ailleurs entraîne des réactions de l'Église qui met à l'index le livre de Luca Gorico. Oui, c'est un élément très important dans ton livre, le mot politique et les rapports entre astrologie et politique. On ne peut pas l'entendre entre astrologie et politique au sens laïque du terme, si j'ose dire. C'est tous les pouvoirs, y compris les pouvoirs ecclésiastiques au plus haut niveau, la papauté, notamment à l'extrême fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Est-ce qu'on peut dire que les astrologues avaient du pouvoir? Alors ça, c'est moins évident. Ils avaient une influence, je dirais. Je ne suis pas sûr que le mot pouvoir soit totalement... Ils avaient un pouvoir informel, pour reprendre une problématique qui t'est chère, un pouvoir informel davantage qu'un pouvoir institutionnel. Et même quand ils ont eu un pouvoir institutionnel et qui a été reconnu à la fois auprès des princes et dans les universités, la fonction d'astrologue, ça n'est jamais les plus prestigieux
des membres de l'université, par rapport aux juristes et aux théologiens, ils sont quand même la plupart du temps moins bien traités, mieux traités en Italie qu'en France, mais quand même. Et à l'intérieur de l'hôtel des princes, dans l'entourage des princes, ils sont très rarement les mieux payés. Et quand ils sont bien payés, c'est parce qu'ils ont d'autres fonctions, entre autres des fonctions ecclésiastiques. On peut prendre l'exemple d'Angelo Cato, archevêque de Vienne, qui est en plus aumônier de Louis XI et qui se trouve être astrologue, professeur à Naples de formation. C'était une profession, si on peut la définir ainsi, très dangereuse, dans certains cas. Très dangereuse, oui et non. C'est-à-dire que c'est une profession fragile, pas trop dangereuse quand tu es protégé par une université et qu'à partir du moment où tu dépasses les bornes, c'est ce qui est arrivé à Blaise de Parme, Biagio Pelacani, quand tu dépasses les bornes en matière de déterminisme astral, on te fait comprendre que tu exagères et que donc il vaut mieux quand même être un petit peu plus prudent. Rares sont quand même les astrologues qui, contrairement aux magiciens et a fortiori aux sorcières, qui ont été condamnés à mort et qui ont vraiment, ou alors c'est ils ont été pris dans un imbroglio politique extrêmement complexe qui les a amenés à la mort. Oui, c'est ça qui est assez fascinant, c'est que finalement, ils étaient moins en danger que même des médecins. Oui, presque. Enfin, en tout cas, oui. D'une certaine façon, tu as raison, d'une certaine façon, oui. Ce qui frappe, c'est que la prédiction, dans toute société, y compris dans la nôtre, la prédiction fait partie de la vie quotidienne, si j'ose dire. Ce qui frappe là, notamment dans un de tes chapitres, c'est on prédit, a posteriori à dire la vérité, mais enfin, on prédit des événements historiques importants comme le grand schisme. On les interprète à partir de l'astrologie. Ce n'est donc pas une activité qui intéresse seulement les individus. Tout à fait. C'est une activité qui est aussi une science auxiliaire de l'histoire immédiate et donc de la prédiction immédiate aussi. Hein. C'est ça, c'est quand l'astrologue en question, qui se trouve être un juriste, Giovanni da Legnano, interprète rétrospectivement le grand schisme comme étant l'une des conséquences de la conjonction des planètes supérieures en 1365. Il s'intéresse évidemment à l'avenir de l'ensemble de la chrétienté et en essayant de participer humblement à sa manière à résoudre le schisme. Donc, en un certain sens, les astrologues, même s'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, ils peuvent intervenir dans le débat politique et dans l'espace public de manière à prendre la parole et à, d'une façon plus ou moins informelle, interpréter des événements et inciter les gens qu'ils conseillent, les princes de l'Église, en l'occurrence pour ce qui est de Giovanni da Legnano, ou la commune de Bologne, qui joue un rôle important, à intervenir dans le schisme pour essayer à sa façon, là où elle est, cette institution de le résoudre. Ce qui démontre que, et c'est toi qui l'as démontré, si j'ose dire, si j'ose répéter le mot, grâce à tes recherches de ces dernières décennies, que tout ce qui touche à l'astrologie, y compris à la magie, etc., constitue une source historique importante pour la recherche historique actuelle. Comment tu vois l'avenir de ces études ? Alors, effectivement, les choses ont beaucoup progressé par rapport au temps de mes débuts, hein, où nous étions quelques francs-tireurs très rares à nous intéresser à ce sujet. Il y a maintenant beaucoup plus d'études qui sont de qualité et qui voient les
choses dans un contexte politique très précis, d'une façon très favorable, en particulier en Italie. Mais ce qui est difficile, c'est de voir les choses à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, c'est-à-dire d'essayer de comprendre le raisonnement des astrologues, y compris dans le détail, pour pouvoir voir comment ils se situent et comment ensuite leur message est susceptible de passer auprès de l'opinion ou pas. Et ça n'est pas évident. Je veux dire que l'astrologie, c'est très compliqué, ça demande un investissement technique important. Voilà, et donc, ça limite quand même. Bon, on a des aides maintenant, d'abord, il y a aussi beaucoup de progrès dans le domaine de l'histoire de l'astronomie. Tout ça permet quand même de progresser. Je me réjouis des progrès récents qui continuent, qui continuent de plus belle dans le domaine de l'histoire de l'astrologie et de ses rapports avec la politique. Oui, donc tout ce qui touche à l'astrologie, enfin le savoir astrologique de la fin du Moyen-Âge est devenu un observatoire historique important au cours des 3 dernières décennies, je dirais, 3, 4, mais plutôt 3 que 4. Mais c'est une recherche qui exige une grande compétence technique, qui la rapproche d'ailleurs de l'astronomie, des études sur l'astronomie. D'ailleurs, astronomie et astrologie vont de pair. Absolument, il faut faire les deux, dans la mesure où si on ne vérifie pas dans une certaine mesure, sinon les calculs, du moins les résultats et la façon dont l'astrologie est parvenue, on ne peut pas se rendre compte du fait qu'il triche ou pas avec les données et quelle est sa liberté d'interprétation par rapport à ce qu'il pense exact lui-même. Merci beaucoup Jean-Patrice pour avoir présenté, nous avoir parlé de tes recherches sur l'astrologie et politique qui pourront être maintenant lues dans ce volume de la collection Micrologus Library numéro 102, publié par la Sismel Edizione del Galluzzo à Florence. Merci aussi pour ton engagement dans ce que j'appelle en général et volontiers le club de Micrologus depuis très longtemps. Et nous nous verrons certainement bientôt à l'occasion de nouvelles aventures autour de ces thèmes qui touchent les grandes relations entre nature, science et société au Moyen-Âge. Merci Jean-Patrice. Merci à toi, Agostino.